Voilà, j'ai le plaisir de présenter notre nouvel intervenant, un invité particulier à plus d'un titre. Étienne Journeau n'est pas journaliste. Il a d'ailleurs insisté sur ce point en préparant son intervention. C'est un entrepreneur qui a grandi à Neuchâtel, un apprentissage de droguiste. Il est aussi diplômé de HEC Lausanne. Il a fait une grande partie de sa carrière au sein du groupe bernois Galenica, dont il a fait un acteur incontournable du marché suisse de la santé. Vous connaissez certainement certaines des pharmacies qui sont membres de ce groupe, comme Amavita ou Sunstore, pour ne citer que deux exemples. Une partie du groupe est entrée en bourse, Galenica Santé. L'autre, appelé Vifor Pharma, a continué sa vie, à grandir avec Étienne Journeau, puissant. Étienne Journeau, quand il a pris sa retraite, un an après son départ en 2020, Vifor sera valorisé 11 milliards de francs lors de sa reprise par un groupe australien. C'est pour vous donner un peu l'ampleur du parcours entrepreneur d'Étienne Journeau, qui n'a toutefois pris aucune retraite. Il est maintenant copropriétaire de OM Pharma, une biotech genevoise qu'il développe. Mais sa vie d'entrepreneur ne comprend pas toutefois ce que je viens de vous décrire, que ce qu'Étienne Journeau appelle sa plus belle aventure. C'est ce qu'il racontait dans les colonnes du Temps au printemps dernier. Peut-être vous avez lu cette chronique, à savoir sa plus belle aventure, c'est la présidence de la NZZ. Appelé en 2013 à la rescousse de la vieille dame en perte de vitesse, il a mis en œuvre une nouvelle stratégie qui a payé tant sur le plan du lectorat qu'au niveau financier. Je remercie beaucoup Étienne Journeau d'avoir trouvé le temps de venir à ces assises Presse et Démocratie pour partager son expérience, sa stratégie, sa vision stratégique d'un média. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'accueillir chaleureusement. Étienne Journeau, je vous prie de venir au pupitre. On va écouter votre présentation, une 20-25 minutes, et puis après on aura un jeu de questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Lelièvre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi, à titre préliminaire, de bien préciser le titre de mon exposé, à savoir « Expérience dans la transformation de la NZZ ». C'est-à-dire, je vais vous parler du passé et je vais vous parler exclusivement de stratégie. Je ne vais pas du tout m'exprimer sur la situation actuelle, le futur, etc. L'excellente direction, l'excellent conseil d'administration qui sont à la tête de l'entreprise, c'est leur responsabilité. Moi, je peux vous parler des expériences d'entrepreneurs, parce que je pense que c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Et puis, comme les médias ici en Suisse, et en particulier en Suisse romande, sont soumises à quelques turbulences, c'est intéressant aussi de comprendre d'où viennent ces turbulences. Et je pense que j'ai 2-3 explications dans cet exposé. Donc, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir et ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous tout à l'heure. Un roman à la présidence de la NZZ, cette vénérable institution. J'imagine que vous savez que ce n'est pas pour mes connaissances de la langue allemande qu'on m'a choisi là. Et c'est en fait pour faire de la stratégie, et c'est le sujet de mon exposé. Quels étaient les problèmes rencontrés par la NZZ en 2013, au moment où je suis arrivé? Le nombre d'abonnés baissait de façon régulière et depuis longtemps. Les revenus de la publicité baissaient aussi, continuellement. Le journal n'avait plus de profil clair. Il y avait des conflits importants. Vous connaissez sans doute Kurt Zimmermann, le fameux journaliste qui a été notamment le rédacteur en chef de la Sonntag Zeitung, qu'il a créé, développé, et qui écrit toujours. Il a eu des tas d'autres fonctions comme journaliste. Et il a aussi été un entrepreneur, il a eu son propre journal, et maintenant il a une colonne dans la Weltwoche. Il m'avait dit « Die NZZ, Herr Journeau, das ist eine Lüge ». Ça veut dire la NZZ vit sur sa réputation. Elle n'est plus ce qu'elle était. Ça, c'est ce que j'entendais quand j'arrivais. Par contre, la NZZ am Sonntag marchait très bien, très profitable. La NZZ était en rouge. L'équipe des journalistes de la NZZ am Sonntag était décentralisée à la Mühlebachstraße, qui est une rue, quelques centaines de mètres, de la Falkenstraße, qui est le siège de la NZZ. Et personne, normalement tout le monde veut aller
au headquarters, au siège. Là, tout le monde à la NZZ am Sonntag voulait rester à la Mühlebachstraße parce qu'il ne voulait pas être contaminé par le déclin de la NZZ. C'est intéressant. Le rédacteur en chef de la NZZ ne parlait plus, et vice-versa, avec le rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag. Ça vous donne une idée du climat qui se passait. C'est deux journaux complètement différents. Ce n'est pas comme chez Tamedia où c'est le 7e jour de la semaine. Là, ce sont deux produits différents, avec deux clientèles différentes, avec un cœur complètement différent. Des personnalités de premier plan prétendaient que le Tagi, le Tagesanzeiger, à Zurich, c'était vraiment la concurrence. Et le Tagesanzeiger essayait de rattraper la NZZ comme toujours, mais la NZZ est toujours devant jusqu'à ce moment-là. Et un comble pour la NZZ, qui se considère comme le meilleur journal de langue allemande, qui est considéré souvent comme l'un des 3 meilleurs journaux au monde, eh bien, on avait une conférence qui était organisée précisément au siège de la NZZ, qui réunissait tous les CEO, ou la plupart des CEO des grandes entreprises, Novartis, etc., Zurich, Swiss Re et compagnie. Et Philippe Hildebrand, que vous connaissez tous, était là. Et puis quelqu'un lui pose la question « Qu'est-ce que vous lisez, monsieur Hildebrand ?» Dans le siège, dans nos locaux, il répond « Le Tagi ». Et en plus, il dit « Et je lis sur le site Internet parce que c'est le seul qui est lisable ». Et donc, moi, j'étais président depuis quelques jours ou semaines. Je peux vous dire que j'étais déjà dans une situation qui était extrêmement difficile. Tout le monde se posait déjà la question « Qu'est-ce que ce roman vient faire ici ?» Nous, les meilleurs, hein, c'est la Suisse, c'est Zurich, et donc c'était une situation très difficile. Et la NZZ sortait d'une restructuration à la Tamedia qui avait traumatisé la rédaction depuis 3 ans. Il faut savoir qu'à la NZZ, il y avait toujours un rédacteur en chef, le dernier grand rédacteur en chef, si je peux dire grand, Hugo Butler, était géré à la fois comme CEO et comme rédacteur en chef. Et vu la situation assez dramatique de la société, ils avaient fait appel à un CEO, ex-CEO du groupe bernois, qui avait été racheté par Tamedia, Paulo Stelli. Et lui, il était arrivé, puis il avait fait une restructuration à la Tamedia. Pas besoin de vous expliquer comment ça s'était passé. Les bureaux de plusieurs correspondants à l'étranger, vous savez que c'est le cœur de l'entreprise, c'est son réseau exceptionnel, qui est le meilleur en Europe sans aucun doute. De réseau, eh ben, ils avaient fermé des bureaux, ils avaient vendu des locaux. Et puis, le comble, ça paraît ridicule, mais c'est un sujet que j'ai entendu pendant les 10 ans de ma présidence, il avait fermé la cantine de l'immeuble principal du siège où tous les journalistes se retrouvaient et les salaires de journalistes réputés intouchables avaient été réduits. Donc l'ambiance était des plus difficiles. Enfin, le site Internet était l'un des plus faibles de la branche. À ce moment-là, jusqu'à mon arrivée, il y avait 3 idées stratégiques de base qui étaient discutées au conseil d'administration, comme dans toute la presse, et certaines de ces idées continuent d'être discutées maintenant. La première idée, créer une fondation pour financer le journal, puisqu'il n'y a plus assez de publicité. C'était la première idée. Deuxième idée, acheter la plateforme Scout24, pour amener des revenus. Car on partait de l'a priori de ne plus pouvoir vivre des revenus historiques. Tamedia venait d'acheter job.ch pour un montant astronomique avec Ringier, je crois que c'était 400 millions, chacun avait payé 200 millions, et la NZZ avait aussi voulu l'acheter. Donc, ça, c'était la deuxième idée. La troisième idée, il fallait tout faire pour reprendre les derniers, entre guillemets, grands journaux qui restaient, que Tamedia n'avait pas rachetés. Ils avaient déjà pratiquement tout sous contrôle. Et il restait, entre autres, la Basler Zeitung et le Landbote. L'idée, maintenant, il faut qu'on aille acheter ça. Je n'avais aucun plan pour le journal. Quand j'ai été choisi, je ne suis pas venu avec un plan d'action en disant voilà ce que je vais faire, voilà ma vision. Je n'y comprenais rien, je ne connaissais pas du tout, aucune expérience dans le domaine des médias. Mais j'avais expliqué au conseil d'administration que, comme ce que j'avais fait avec Galenica, il faut vous imaginer, Galenica était une boîte qui était un grossiste avec
au conseil d'administration des pharmaciens d'officine qui habitaient dans des quartiers, dans des petits villages, Vétro, dans un quartier à Genève, à Zurich, etc., à la campagne. Puis c'est eux qui géraient une entreprise quand même assez importante, qui avait des gros défis. Alors j'avais dit à la NZZ, je vais faire comme avec Galenica, je vais prendre le conseil d'administration et ensemble on va définir la stratégie. Si je n'avais pas de plan précis, j'avais par contre, et ça je leur avais dit, avant de commencer, quelques avis absolument clairs sur ces 3 questions, sur ces 3 grandes idées que je viens d'énoncer. La solution de la fondation n'était pas bonne, et je sais que ça va provoquer quelques réactions. Pourquoi ? Ma conviction était et reste qu'il fallait que tout le monde dans l'entreprise, ça veut dire aussi bien évidemment les journalistes, mais tout le monde dans l'entreprise, soit orienté vers le succès, et le succès se mesure en nombre de lecteurs prêts à acheter des abonnements. Ça, c'est la clé. Qu'est-ce qu'on fait pour que les lecteurs achètent des abonnements ? Et l'idéal, c'était de vivre sans abonnement, sans publicité, de vivre que d'abonnements. Il fallait donc forcer les journalistes à trouver des sujets qui intéressent les lecteurs. Ça paraît banal, mais il faut bien y réfléchir, qui intéressent les lecteurs. C'est l'époque où on a commencé d'avoir électroniquement la possibilité de voir quels étaient les articles qui étaient lus, par qui, combien de lecteurs. Ça n'existait pas avant, et ça a commencé là. Et ces outils nous ont permis de voir quels articles étaient lus, et en particulier ceux qui ne l'étaient pas. Et je peux vous dire que la pression est montée de plusieurs crans dans la rédaction, parce qu'il y avait toute une série de personnes, des stars, etc., qui prenaient beaucoup d'importance, mais qui en fait étaient peu lus par rapport à d'autres. Donc là, la pression est venue très forte. Nous avons clairement expliqué que nous devions vivre de nos revenus et pas de subventions. Un journaliste de gauche comme Edwin Plenel, c'est paradoxal puisqu'il est de gauche, l'a bien compris avec Mediapart. Il a le succès financier, Mediapart est une boîte qui marche, sans subvention et grâce uniquement aux abonnements. Mon préjugé sur les fondations est qu'elles ne sont pas gérées par la recherche absolue, c'est ça, la recherche absolue de la performance, mais qu'elles mettent de l'argent à disposition. Ça, c'est la pire des choses, ma conviction. Deuxième conviction stratégique, ce ne pouvait pas être une diversification dans les plateformes digitales du type job.ch qui financerait le journal, hein, parce que l'idée, c'était il y a toujours eu les petites annonces dans les journaux, on va prendre maintenant les petites annonces qui ne sont plus dans les journaux, on va prendre sur les plateformes, job.ch, etc., puis l'argent qu'on va gagner là, on va le mettre dans le journal. Sauf que c'est 2 business models différents. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être une diversification dans les plateformes digitales ? Parce que simplement, si elles réussissaient, ces plateformes, la diversification deviendrait alors le métier de base de la société. C'est comme ça dans toutes les entreprises, si vous diversifiez. Et la diversification se développe tellement, il y a un moment donné, le conseil d'administration dit c'est ça notre core business, et le reste passe à la trappe. Suivez mon regard. Diversifier pour financer le core business, c'est donc un non absolu. Par contre, une certaine diversification des risques, pour autant qu'elle se combine avec des synergies avec le core business, et le core business, c'est le travail des journalistes, pour autant qu'elle se combine avec le core business journaliste, rédactionnel, publicistique, comme on dit en allemand, alors oui, ça c'est possible. Tout à fait, c'est même souhaitable. Troisième question stratégique, nous n'achèterons certainement pas le Landbote ni la Basler Zeitung. Pourquoi ? Parce que acheter des journaux pour fusionner les rédactions, j'avais appris dans la logistique pharmaceutique que ça ne marche pas. Ah oui, c'est bien passé que vous le diriez. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Et je vais vous montrer, et avec des raisonnements économiques.
Et ça, c'est ça qui me donnait cette force de savoir, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Alors ça, c'était le titre, et ça, voilà. Alors je vais essayer de vous expliquer précisément cet aspect-là, qui est véritablement intéressant et complètement stratégique. Ce tableau représente 2 grossistes pharmaceutiques, avec leur réseau de succursales dans un pays, prenons la France. Que faisaient les grossistes pharmaceutiques dans les années 2000, 2010, 2010 ? Leur marge baissait, prix des médicaments, l'industrie qui mettait la pression, les gouvernements qui mettaient la pression, la marge baissait. Alors, ça c'était le premier point. C'est exactement comme dans les médias. Les revenus de la publicité baissaient. En plus, il y avait beaucoup de petits grossistes, avec chaque fois un petit réseau de succursales qui allaient livrer les médicaments dans des quartiers ou dans des petites régions, dans des petites vallées. Comme dans les médias. Beaucoup de journaux, avec chaque fois une rédaction, une direction, une imprimerie. La recette, on achète les grossistes ou les chaînes de pharmacie, on fusionne les directions en une seule, de même avec les succursales. On fait des économies, ça compense la baisse de marge, même un peu plus, hein, quand vous faites bien les trucs, si vous en achetez plusieurs à la fois, vous gagnez même plus, et même sensiblement plus en rachetant plusieurs journaux puis en fermant. Exactement comme dans les rédactions, exactement comme avec les imprimeries. Pendant quelques années, on peut faire illusion, mais plus tard, la vérité éclate. On ne crée pas de valeur à long terme simplement en économisant. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Il faut le savoir, point. C'était absolument clair. J'avais vu dans le marché des grossistes, ce marché qui était un marché fantastique, se détruire sous la pression de la baisse des marges et du rachat par les grands groupes, etc. Ça, c'est de la stratégie. Quand j'écrivais ces lignes, je me disais, ils vont tous me dire que c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Ça paraît tout simple. Mais la réalité, ça l'est pas. Parce qu'il faut du courage, il faut du talent, il faut des reins solides et aussi il faut de la chance, évidemment, pour faire une stratégie qui est basée sur la création de valeur, c'est-à-dire de créer des produits et des services. Acheter, c'est un peu brutal ce que je vais vous dire, acheter et licencier, c'est facile. Ça va pour les financiers. Mais pour un entrepreneur, c'est quelque chose de totalement différent. Et maintenant, je vous montre un tableau qui... Ça, c'est la démonstration la plus formidable. Il illustre le cours de l'action Walgreens Boots, qui est le plus gros grossiste au monde. La plus grande chaîne de pharmacie au monde. Moins 90% depuis 2017. C'était une boîte qui valait à peu près 100 milliards. Elle ne vaut même pas 10 milliards maintenant. Et si vous allez regarder le cours maintenant, il est en dessous de 9 francs. Donc ça a continué de baisser. Comment est-ce qu'ils avaient fait? Exactement la même chose que dans les médias. Ils avaient acheté des grossistes, puis ils avaient fusionné. Et à un moment, il n'y a plus rien à fusionner. Si vous n'avez rien créé de nouveau, c'est ça qui se passe. Ça, c'est la quittance. Pour gagner, pour réussir, il faut créer du nouveau. Il faut créer des produits, des services. Cette conviction me donnait la force de ne pas hésiter et de convaincre le conseil de ce qu'il fallait faire. Enfin, en résumé, il fallait faire exactement tout ce que les autres n'avaient pas fait. Ou surtout ne pas faire ce qu'ils avaient fait. Me basant sur mes convictions, pas de fondation, c'est un peu brutal, mais on peut mettre des nuances, pas de stratégie de consolidation de la branche, comme les grossistes pharmaceutiques, mais création de nouveaux services et produits. La priorité était constituer un conseil d'administration très fort, mais vraiment très fort, et de confiance. J'ai pu choisir 4 personnalités hautement compétentes, au caractère irréprochable, qui correspondaient exactement au profil qui m'apportait pour réaliser notre vision.
Progressivement, l'ensemble du conseil a été renouvelé. Il fallait que ce conseil soit assez fort pour tenir le cap pendant la crise qui allait durer longtemps. Ça, je savais. J'avais vécu avec les pharmaciens. Hein. Quand on avait expliqué aux pharmaciens, la boîte leur appartenait, puis on leur avait dit, on va créer des chaînes de pharmacie, puis on va venir vous concurrencer, puis en plus, vous avez le contrôle sur la boîte, et bien vous allez perdre le contrôle parce qu'on va aller à la bourse. Il fallait convaincre les pharmaciens. Je peux vous dire, ça avait été très difficile. Donc j'étais très bien préparé à ce qui allait m'attendre. Et pour ça, il me fallait des femmes et des hommes de première qualité. Pas des spécialistes, des grands stratèges des médias. Hein, parce ils cuisinent tous avec les mêmes ingrédients. Mais des femmes et des hommes de qualité, surtout pas d'ego disproportionné et pas d'agenda propre. Ils ne viennent pas pour défendre leurs propres intérêts, pour leur région, etc., leur investissement. Non. Intérêt de l'entreprise, pas d'ego disproportionné. Chacun devait comprendre la stratégie et chacun devait être capable de l'expliquer. Parce que de comprendre, c'est une chose, mais en plus, il faut expliquer. Et tout le monde met l'intérêt de la société en premier. Et ça a été ma chance. J'ai trouvé des gens absolument formidables. J'ai appris à les connaître. Je ne les connaissais pas. Je n'ai pas pris des copains, pas un seul. Puis en plus, ça se passait en allemand, hein, je peux vous dire. Et donc, mais simplement en choisissant les bonnes personnes. Et il n'y en avait qu'un seul qui venait des médias, c'était Bernd Kundrun, qui avait été en Allemagne dans des grands groupes, mais qui ne connaissait rien de la Suisse. Mais c'était quand même intéressant de l'avoir pour sonder son opinion, savoir comment est-ce qu'on parle à un rédacteur en chef ou des choses comme ça. Mais sinon, c'était tous des gens avec des profils bien particuliers, mais personne n'avait l'expérience à ce moment-là de ce métier. Je pense que c'était très bien. Pourquoi c'était tellement important? Parce que transformer une société est fondamentalement impossible sans un conseil qui est totalement identifié avec les objectifs. Si chacun tire la couverture un petit peu à soi, si chacun pousse dans une direction en fonction de ses intérêts, s'il y a des combines par derrière, on contacte les actionnaires, on entre dans la direction, on entre dans la rédaction, chacun joue sa carte, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir un conseil qui n'a qu'une seule vision, un seul intérêt, celui de l'entreprise. Et ça, je peux vous dire, c'était exceptionnel l'équipe que j'ai eue à la NZZ, comme j'ai eu à Galenica, par exemple. Et c'est fondamental quand on veut réussir quelque chose comme ça. Ensuite, avec le nouveau conseil, nous avons défini notre stratégie et nos priorités. En fait, sans le savoir, nous avons anticipé en 2013 tous les problèmes que la branche rencontre encore aujourd'hui en 2024. Je pense que vous avez vu les dernières restructurations de cette année. Et nous avons pris des mesures draconiennes. Recrutement, ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. D'un CEO capable de construire et pas seulement d'économiser. C'est très difficile à trouver. C'est aussi fondamental. Le CEO qui venait de Tamedia, dont je vous ai parlé, est parti à la retraite. Nous l'avons remplacé par quelqu'un qui venait du digital, des ordinateurs, qui savait faire des concepts et qui aimait les journalistes. Il voulait lui-même être journaliste. Il était fils d'ambassadeur, Weidengler, autrichien. Ça, c'était aussi un choc, un roman et un autrichien pour diriger la NZZ. Il avait écrit des articles dans Time Magazine, des trucs comme ça. Il aimait les journalistes. Vous voyez, si le CEO considère que les journalistes sont un facteur de coût uniquement, ça ne marche pas. Encore 4 minutes? Ah ben, on n'est pas au bout là. Hein? Voilà, ça va? Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, c'est fondamental de ne pas considérer, puisque les journalistes sont le core business, si on les considère comme un facteur de coût, ben on ne peut pas construire avec eux. Ça, c'était très important. Il faut donner une ligne claire au journal. Il doit y avoir des angles clairs, un pourtour clair. On dit en allemand des Kanten, pas un profil wischiwaschi. Cela passait par la désignation d'un nouveau rédacteur en chef,
l'ancien Markus Spielmann voulait tout faire, le digital, la rédaction, le CEO. Après son licenciement, ça c'est aussi un sujet, nous avons choisi Éric Guyère, suite à un processus qui a été une véritable aventure. Les critères du choix étaient un rédacteur en chef très pointu, même si ça polarisait, c'est pas grave. Un profil clairement libéral pour la NZZ, ce qui compte, le lecteur doit savoir ce qu'il lit. Un journal libéral ne peut pas écrire avec des idées de gauche, c'est pas possible, ça joue pas. Ce qu'a fait Plenel avec Mediapart, c'est parfait, c'est stratégiquement parfait. Le profil est clairement marqué à gauche. Ça marche. À gauche, Mediapart, libéral à NZZ. Ça, c'est de la stratégie. Reconnaître que le journalisme est la base du business model, pas la publicité. Nos clients sont les lecteurs. Ça, c'est la priorité. Les sociétés qui font de la pub, ça, c'est aussi important, mais ça améliore, ce n'est pas le but premier. Et puis un leitmotiv pour tous les journalistes, écrire pour être lu par nos clients sur des sujets qui intéressent les lecteurs, pas des sujets qui intéressent les journalistes seulement, les lecteurs. Et puis pas pour être lu par les prix Nobel, ce qui était la tendance à la NZZ pour certains acteurs. Et puis écrire tellement bien que nos lecteurs soient prêts à payer très cher. Et après, vendre effectivement le produit très cher. L'abonnement, c'est 1000 francs, plus que 1000 francs, hein, l'abonnement complet à la NZZ. Ce slide, je l'ai présenté à l'Assemblée générale de la NZZ, il y avait 1000 personnes. Pas une seule personne n'a réagi sur l'objectif de prix. Personne n'avait jamais dit ça. Ensuite, il fallait fermer l'imprimerie ultramoderne de Schlieren, on était en 2013, qui faisait la fierté des actionnaires. Et pire, outsourcer l'impression chez nos concurrents de Tamedia. Quelle émotion pour les journalistes, pour les actionnaires, pour tout le monde. Mais c'était absolument stratégique. En fait, personne n'a compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça, mais c'était fondamental. On déplaçait le problème des coûts fixes chez Tamedia. Comprenez, si vous avez le même prix que vous produisiez 100 000 journaux ou 10 000, c'est merveilleux. Le problème, c'est que quand vous réduisez de 100 000 à 10 000, les frais fixes, ils restent les mêmes si c'est vous qui avez l'imprimerie. Puis vous venez tout de suite rouge. Tandis que là, on avait eu de problème chez eux. Et nous, et c'est ce qu'ils ont maintenant, hein, ils doivent fermer maintenant. Et nous allions donc pouvoir, comme on voulait être digital, on pouvait passer sans problème du print au digital. C'est ce que j'avais aussi appris dans l'imprimerie. Quand vous réglez le problème des coûts fixes, c'est réglé. Ça, c'était fantastique. Priorité absolue au digital, et même au digital sur le téléphone portable. Et comprendre, et ça c'est vraiment important, qu'on ne fait pas un journal digital comme un journal print. Au départ, on prenait les pages du print et on les mettait sur Internet. Non, c'est fondamentalement différent. Ça se fait d'une autre manière. Ceci, nous l'avons appris Éric Guyère, le rédacteur en chef, et moi, en allant voir le New York Times et le Washington Post. Et je me rappelle avoir posé la question à Martin Byron, qui était le rédacteur en chef du WAPO, de savoir qu'est-ce que Jeff Bezos, Amazon, leur avait apporté, hein, c'est le propriétaire. Et sa réponse avait fusé. Les technologies du digital. On a accès à toutes les technologies du digital de Amazon sans coût. Ça, ce slide-là explique bien la situation. C'est comme le nerf, c'est comme le sang dans le corps humain. Ça, c'est le rôle de la technologie dans un journal comme la NZZ. Je l'avais aussi présenté à l'Assemblée générale parce que je voulais que tous les actionnaires comprennent ce qu'on faisait et nous soutiennent dans notre démarche quand ça allait tanguer. Nous devions par contre, comme on n'avait pas les moyens de Bezos, on devait trouver un autre moyen. Et nous l'avons fait en 2 mots, en fusionnant nos journaux régionaux, le Sangaler Tagblatt et la Luzerner Zeitung, avec les journaux des Argoviens de M. Hader, hein, et on leur a même donné le contrôle de la conduite, mais on a gardé. Ils voulaient tellement conduire les journaux. On a laissé conduire les journaux régionaux, ce n'était pas notre core business, et on a gardé le contrôle de l'informatique et de la digitalisation. Et comme ça, on avait le double volume, on avait le volume de la NZZ plus le volume des journaux radio. Donc,
on avait des moyens économiques beaucoup plus importants, et c'était ça qui était stratégique pour nous. Pour conduire les journaux régionaux, c'est clair que quelqu'un qui avait le Badener Tagblatt, ben, il avait plus d'expertise que nous avec un journal tel que la NZZ. Enfin, l'internationalisation. J'y arrive. La Suisse alémanique est trop petite. Donc, il fallait aller dans le monde germanique. Et on a commencé par faire un test en Autriche. Tous les journalistes de la concurrence se sont moqués de nous parce qu'effectivement, ça a été difficile au départ. Ça, c'est un des problèmes avec les journalistes qui ne sont pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas compris qu'un entrepreneur fait des fautes et que sa force, c'est de tirer des leçons de ces fautes. Et les leçons du problème en Autriche, ben, nous les avons tirées et nous avons fait tout juste en Allemagne. Et nous avons bientôt 60 000 abonnements digitaux, ça veut dire sans coût de production, en Allemagne. C'est fantastique. Au lieu de partir avec une rédaction de 20 journalistes allemands qui ne connaissaient rien de la NZZ, comme nous l'avions fait à Vienne avec 20 Autrichiens qui avaient débarqué, qui avaient été engagés à Vienne, mais qui ne savaient pas ce que c'était que la NZZ, mais qui utilisaient le nom de la NZZ, ben, au lieu de faire ça, Eric Gouillère a pris les choses en main avec ses collaborateurs proches, 1 ou 2 journalistes historiques qui étaient en Allemagne, puis après, 1, 2, 3 Allemands, ils les ont intégrés, vaccinés, etc. Et puis c'est devenu un super succès. Mieux valait faire les fautes en Autriche pour avoir le succès en Allemagne. Hein. Si ça on avait fait le contraire, ça n'aurait pas été brillant. Malgré les obstacles continus à tous les niveaux et les critiques perpétuelles, nous avons pris des décisions fondamentales, orientées à long terme, et direction et conseil ont travaillé main dans la main. Tout ça, ça a été fait il y a 11 ans. Si vous regardez ce tableau, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour voir les faits. 200 000 abonnements, digital 80%, exclusivement papier 20%, j'ai déjà dit 60 000 abonnements en Allemagne, c'est beaucoup plus que les objectifs les plus fous. Et puis, transférer le défi des journaux régionaux, qui est quelque chose de complètement différent, à AZ Media. On ne peut pas tout faire, il faut choisir les priorités, et ça, c'est vraiment important. Et puis, il faut développer des nouveaux produits. Qu'on peut soit développer soi-même, soit acheter, soit faire des joint ventures, et là aussi un message très encourageant, créer des nouveaux journaux. Et The Market, ben, c'est un nouveau produit qui est déjà profitable, c'est un rédacteur en chef qui a proposé son projet à Tamedia, qui n'en a pas voulu. Nous, on l'a pris, et c'est une joint venture ensemble, et ça marche. Et Marc Dietly est un formidable entrepreneur. Bref bilan, ce ne fut pas facile, au contraire. Ce n'est toujours pas facile pour mes successeurs, mais ils font un travail remarquable. C'est le défi de toutes les entreprises, surtout dans un environnement comme le vôtre, celui des médias, c'est très challenging. De tous les défis, le plus difficile, émotionnellement, c'est clair, c'était le remplacement du rédacteur en chef, un cauchemar, un tsunami. Vous pourrez me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Pendant 3 mois, chaque jour, j'étais à la TV ou dans un article dans un journal ou à la radio. Les médias s'en sont donnés à cœur joie lorsqu'on a licencié Markus Spielmann. Jamais c'était arrivé qu'un rédacteur en chef soit licencié dans la NZZ, vous l'imaginez, le choc, en plus c'est un roman qui fait ça, mais grâce à cette mesure, entre autres, la NZZ a atteint ses objectifs. C'était très dur, on avait fermé Schlieren aussi, on avait les syndicats contre nous, on avait les journalistes dans la rue. Je ne vous parle pas des journalistes qui manifestaient à devant les portes de l'Assemblée générale pour que je sois abgewählt, c'est-à-dire pas réélu. C'était très difficile, mais grâce à un conseil d'administration complètement solidaire, infaillible, toujours derrière moi, ils m'ont toujours soutenu, on a marché. Ça, c'était la première page de Bilance. Deux qu'on ne peut plus freiner, il n'y a plus une pierre sur l'autre dans cette vénérable NZZ. Il y a toujours des défis. La succession que j'ai connue du rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag, etc. Mais le succès est là et ça a été possible
grâce à un conseil d'administration formidable, à une stratégie qu'on a définie ensemble, et le conseil a été solidaire jusqu'au bout, et les actionnaires en ont été reconnaissants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Journeau, pour voilà, toute cette présentation. Difficilement bremsable, c'est-à-dire freinable. Freinable, oui, j'ai remarqué. Oui, mais je vous pose deux très vite brèves questions, et puis après on ouvre, parce que je pense que vous en avez tout plein. Première question, simplement, vous dites qu'il faut écrire pour que ça plaise au lecteur. Et comment est-ce que les journalistes de la NZZ ont réagi quand vous leur avez demandé de faire ça? Et puis, deuxième question, comment est-ce que vous avez tenu le choc comme roman face aux actionnaires pour qu'ils vous laissent le temps d'implémenter cette stratégie? En quelques mots sur ces deux questions. Alors la première, c'était très impressionnant quand on expliquait la première fois la stratégie, ou les premières fois, ça a duré quand même un processus de plusieurs mois. 300 journalistes dans la salle, et un journaliste, il y a des tas de questions, tout était remis en question, puis il y a un journaliste qui dit c'est quoi cette histoire d'écrire pour nos clients? Il avait un chapeau sur la tête, il se lève, tout le monde regardait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va quand même pas commencer d'écrire pour la Migros. Et il sort, prend la porte et il la claque. Il n'est jamais revenu? Il est revenu un petit peu après. J'ai surtout reçu une lettre après signée par 40 professeurs d'université allemande qui s'opposaient à son licenciement, parce qu'il a été licencié ou à son départ, je ne sais plus comment ça s'était passé. Aucun de ces professeurs n'était abonné au journal, ils le recevaient tous gratuitement. Et c'est un peu ça le problème. Si on écrit pour des prix Nobel ou si on écrit pour des lecteurs qui payent leur abonnement. C'est ça la différence. Ça, c'était la première réponse. Donc, il y a eu des réactions comme ça. Et tenir bon face Et puis, tenir vis-à-vis des actionnaires, ben, il faut expliquer. Il faut expliquer. Et dès le départ, je pense que ma simplicité, parce que je ne suis pas un intellectuel, authenticité, comme on dit en allemand, j'étais simple, j'étais direct, j'ai expliqué les choses, j'ai montré les problèmes, j'ai proposé les solutions. Au départ, il y avait beaucoup de réactions, puis petit à petit, ils sont devenus exceptionnels. Hein. Je les avais sans aucune exception, tous derrière, jusqu'au dernier jour. Merci, Étienne Jourdain. On peut prendre des questions. Pas une question, Marie-Maurice, d'abord. Marie. Bonjour, merci. C'était vraiment passionnant. Surtout avec ce qu'on vit côté Tamedia, c'est très intéressant d'avoir un autre point de vue. Qu'est-ce que vous entendez par des articles que les gens ont envie de lire ? Ça paraît tellement simple, votre question. Est-ce que c'est le clic ou est-ce que c'est les articles qui génèrent des abonnements? Parce qu'on entend beaucoup ça maintenant de nous, journalistes. Il faut arriver à ce que les gens ne puissent plus vivre sans votre journal, sans la NZZ. Et qu'ils deviennent dépendants, qu'ils veulent toujours avoir des articles. Et puis ça, vous voyez, les articles qui sont... Éric Guyère, rédacteur en chef, il a commencé d'écrire une lettre en Allemagne. Il y avait 500 autres personnes qui s'abonnaient à la lettre, 1000, 1500, 2000. Les gens parlaient, il sortait sa lettre une fois. Un autre regard sur l'Allemagne, ça s'appelait. Andere Republik. Et les gens s'abonnaient à cette lettre qui sortait. Puis après, on s'est dit, on va construire là-dessus une rédaction, on va mettre tout ça. Ça, c'est captiver l'intérêt des... Il faut regarder les sujets qui passionnent le public et que le public en redemande. Il faut s'intéresser à ce qu'ils veulent écrire. Vous êtes totalement d'écrire n'importe quoi. C'est ce que je disais. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. On ne va jamais vous dire ce que vous devez écrire. Mais écrivez que les gens soient intéressés à ce que vous écriviez. Ça semblait quelque chose de complètement nouveau. Merci. Et si c'est des sujets d'intérêt public, si c'est des Mais c'est vous qui décidez que c'est des sujets d'intérêt public. Il faut que ça soit vraiment un sujet d'intérêt public. Puis alors là, vous suscitez l'intérêt sur ça. Okay. Vous devez créer l'intérêt là-dessus. Il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment est-ce que je peux arriver? C'est comme quand on veut vendre un produit, il faut bien mettre en avant ses avantages. Quand vous écrivez un article, il faut trouver un sujet qui les passionne. Et c'est vraiment, et on a fait la démonstration, c'est extraordinaire le changement dans la rédaction. Merci. Deuxième question. Oui, Monsieur Journeau, merci beaucoup. J'aurais 1000 questions, j'en poserai qu'une. Juste présentez-vous comme ça, tous ceux aussi en ligne vous entendent. Alors Philippe Amédreau, Université de Genève, j'enseigne l'économie des médias depuis une vingtaine d'années maintenant. Ma question, elle est simple, puisque j'en poserai pas 999, c'est est-ce que la NZZ, qui aujourd'hui vend 80% sur le format digital, mais 20% sur le format print, a déjà pris la décision de l'abandon du print?
Non. Alors, de mon temps, pas. Et puis avec le système qu'on a des frais fixes, comme je vous l'ai expliqué, il n'y avait aucune raison de penser à ça. C'est un marché aussi. Il faut bien préciser. J'ai dit 20% exclusivement. Hein. En fait, c'est davantage parce qu'il y a des gens qui lisent digital et print. Hein, donc c'est plus, mais c'est de l'ordre de 30-40%. Mais 80%, c'est digital. Oui. Alors je rappelle que c'est le sujet du panel juste après. Une autre question, Chérif Mamdou. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup. Et le dimanche, de mon temps, c'était plus que 90%, 90%. C'est un autre type de produit. Chérif Mamdou, fondateur de Pulsar Media. Vous avez fait un commentaire sur le fait que si on a un journal libéral, on ne peut pas prendre des positions de gauche. Combiné au fait que vous avez dit qu'il faut écrire des choses que les gens veulent lire, est-ce que ces deux notions ne créent pas un risque pour la pensée critique et la capacité aux gens de lire des choses qui vont les mettre mal à l'aise et qui vont les faire réfléchir et réagir? On n'est pas en train de créer des echo chambers? Moi, je ne suis pas de gauche, mais je lis les enquêtes Mediapart extrêmement d'intérêt, mais je sais d'où ça vient. Et écrire... La NZZ doit être un journal libéral, mais elle peut donner la parole à des gens de gauche. Et on donnait... Levra, il a eu plusieurs fois la parole. Je peux vous dire qu'il avait du succès quand il était élu dans la NZZ. Mais on savait que c'était l'avis d'un homme de gauche, dans le cadre d'un journal de droite, et de libéral. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense on donnait aussi la parole au SVP, l'UDC. À Blorer, on faisait d'ailleurs des reproches qu'on donnait trop souvent la parole à Blorer. Alors que la clientèle, elle est pas directement UDC. Hein. Donc, non, je pense que... Mais il faut que le produit soit clair. Voilà ce que je lis, mais j'ai des opinions différentes dans le journal. On peut prendre encore deux questions. Pierre Rucci, puis ensuite Boris. Boris. Merci. Vous insistez sur la dimension politique des journaux de gauche pour Mediapart, journal libéral ou de droite pour l'NZZ. Ou journal économique pour The Market, Finanz und Wirtschaft, etc. J'ai pris maintenant juste cet exemple-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'un des grands succès de la presse actuelle, c'est Axios aux États-Unis, qui préfigure souvent ce qui se passe chez nous aussi. Axios a pour principe, au cœur de son concept, c'est de ne pas avoir d'opinion. Ils n'ont même pas de pages opinions diverses. Ils n'ont pas de position éditoriale en tant que telle sur la ligne partisane. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression qu'en Suisse, les titres, pour être identifiés, pour avoir une personnalité, doivent avoir une position politique? Première question. Deuxième question, rapidement. J'ai vu que dans votre présentation, les NZZ Jobs sont quand même dans le système NZZ. Ça veut dire que vous ne les avez pas complètement extraits, comme vous le disiez au début. J'ai une petite contradiction, peut-être qui m'échappe. Ça doit être une contradiction au niveau de la présentation ou de l'interprétation. Ce n'est pas le rédacteur en chef qui va s'occuper des jobs NZZ, mais on utilise la plateforme du journal NZZ pour avoir des annonces d'emploi. Et les revenus reviennent chez la NZZ? Ça vient naturellement chez la NZZ. Et sur le profil politique des médias, la question de Chiarucci, est-ce que Axios, qui ne serait pas profilé aux États-Unis, mais qui fonctionne? Alors, moi, je ne me permets pas de donner des leçons d'une manière générale. Je peux partager avec vous, je ne suis pas un divin, je peux partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que nous avons fait spécifique à ce journal, et je ne dis pas que notre solution est la bonne pour le temps, la bonne pour la Tribune de Genève ou pour la Feuille d'Avis de Neuchâtel. C'était notre expérience et je ne me permettrai pas de donner une opinion là-dessus. Merci. Une dernière question, comme ça on passera au panel suivant. Boris, rapidement. Oui, bonjour. Hier soir, je lisais la Revue des Deux Mondes de 1900, parce que parfois il faut attendre 124 ans pour juger de l'intérêt d'une revue. Alors j'aimerais poursuivre la première question. Vous savez mieux que nous qu'entre intéresser et plaire se joue tout l'avenir des médias de qualité dans cette mince espace. Pourriez-vous quand même élaborer, parce que certains journalistes de la NZZ, même si j'admire ce que vous avez fait, certains journalistes se plaignaient qu'on ne faisait pas la différence entre intéresser et plaire et qu'ils devaient compter le nombre de clics toutes les 3 secondes.
Ouais, ça c'est typiquement le genre de débat qu'il y avait, de discussion qu'il y avait avec les journalistes. Je ne pense pas que je suis la bonne personne pour entrer dans la finesse de cette réponse. Non. Je comprends pas tout. J'aimerais bien, mais je ne comprends pas tout. Ce qui compte, c'est tellement simple, mais c'est peut-être trop simple pour arriver à l'expliquer. C'est que les gens retournent et aient besoin de l'abonnement, comme on a besoin de boire de l'eau et de manger. Il faut créer cette dépendance, et ça, c'est le talent du journal. Ils vont dépenser 200 francs à Paléo, ils ne vont pas acheter un Bah, alors c'est que vous n'avez pas été capable de leur plaire, de les intéresser. C'est ça ce qu'il faut arriver à faire. C'est le défi. C'est ça la clé du succès. C'est qu'ils aient besoin de revenir à la source, qu'ils achètent un abonnement. C'est comme ça qu'on mesure le succès. Ce sera le mot de la fin. On a dépassé un peu le temps imparti. Merci beaucoup, Étienne Journeau, d'être venu parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup.